De toute façon, il y a deux manières d'apprendre, plusieurs manières d'apprendre, mais pour moi, la plus puissante pour apprendre n'importe quelle compétence, c'est le mimétisme. La différence entre l'influence et la manipulation, c'est l'intention. Est-ce que déjà pour vous, il y a une différence entre un vendeur et un closer? Les gens adorent acheter mais détestent qu'on leur vend. Moi, c'est ce que j'aime appeler un leader. Un leader, il déploie les gens, il révèle le potentiel des gens. Le business, c'est éphémère. Le business, c'est un jeu. Le lien humain, c'est ce qui a le plus de valeur. Parce que ne rien faire, c'est faire. Moi, le fait de rien faire me permet de réorganiser mes pensées. Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zero to Hero. Aujourd'hui, on est trois, Joao, Simon et moi. On se retrouve pour un échange, une discussion. Donc, je suis ravi de vous présenter Simon aujourd'hui sur la chaîne, qui est un ami de longue date, un collaborateur et une personne avec une très belle réussite pour son jeune âge. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse discuter tous ensemble, partager aussi certains retours d'expérience, certaines clés, certaines galères aussi que tu as pu vivre, qu'on a pu vivre ensemble. Et voilà, c'est parti. Comment ça va les gars? Ça va, et toi? Ouais, nickel, je suis content de vous voir. C'est top. Non mais c'est trop José, c'est trop. Mais ouais, ça commence bien. Du coup, là, Simon, j'aimerais démarrer par. Aujourd'hui, on est à Dubaï. Ouais. On s'est rencontrés il y a quelques années à Angers. Enfin, je t'ai envoyé un message sur un Insta et puis on s'est rencontrés. Attends. On s'est rencontrés. Un petit peu de sérieux, bien que c'est compliqué quand on est ensemble de l'être. Mais du coup, ouais, on s'est rencontrés à Poitiers. On a bossé ensemble. T'as été closer avec moi. T'as explosé les scores. Ensuite, t'as monté ta boîte. Aujourd'hui, t'es à Dubaï. Tu vis avec ta chérie. Tu voyages à travers le monde. Tout va bien. T'as des lunettes Cartier à 1000 balles, tout se passe bien pour toi. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'enfance, en fait. Comment tout a démarré pour toi et comment t'en es arrivé à... T'as quel âge? 23 24 ans. Comment t'en es arrivé à changer ta vie du tout au tout, quoi? Ouais. Alors, c'était pas à Poitiers qu'on s'était rencontrés. Avant tout, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis après, je suis venu à Poitiers. Mais comment ça a commencé? Alors, moi, simplement... Je vais dire que j'ai jamais trop été études. Je m'ennuyais beaucoup aux études, étant donné que ce que j'apprenais, j'avais rapidement compris que de un, ça me passionnait pas, et de deux, c'est pas ce qui me stimulait. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc j'ai appris avec le temps à le comprendre, pas totalement à le contrôler, mais à le comprendre du moins. Et donc, j'ai rapidement vu que ça me stimulait pas. Donc après mon bac, j'ai commencé à faire des petits jobs à droite à gauche. Et puis vient ce jour où mon meilleur ami me contacte pour du marketing de réseau. Donc 2 ans avant qu'on se rencontre, moi j'avais déjà commencé quelque chose, donc le marketing de réseau. Et juste après, vient une galère où je suis obligé de retourner à l'usine. Et c'est à ce moment-là du coup qu'on commence à se rencontrer. Donc je tombe une première fois dans le sens où je commence à bien gagner ma vie. J'étais à 6 000 $ par mois. Et puis dans le marketing de réseau, ça commence à bien bouger. On change de société par-ci par-là. Et donc je commence à tout perdre. Ma seule solution à cette époque-là était de gagner de l'argent avec ce que j'avais déjà fait, donc l'usine. Et vient un jour où tu me contactes. Moi j'étais très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu m'envoies une petite flamme, je m'en souviendrai toujours. Une petite flamme, au début mon ego me dit je vais pas répondre à lui, voilà. Il m'ajoute une flamme, qu'est-ce qu'il veut encore me vendre, ou voilà. C'était ça ma première pensée. Et puis dans tous les cas je pouvais pas tomber plus bas, donc je me suis dit je vais répondre. Et ça s'est passé hyper vite. Et la première chose à retenir, je pense que c'est la vitesse d'exécution, c'est le fait d'avoir répondu. On s'est appelé, je pense, 1 heure, 2 heures après ton message. J'ai appris que tu habitais à 1h30, 2 heures de chez moi en train. Tu m'as proposé de venir le lendemain à Poitiers. Ouais. Et donc j'ai loupé le taf que je devais faire le lendemain parce que je commençais à 5 heures, je crois. Et du coup, j'avais pris un ticket de train et j'étais venu te voir. Ouais. Et du coup, là, ça commence. Je crois que c'était quand? Ça doit faire un bon 4 ans. Hein, ouais, 2020. 2020. Ouais, c'est vrai, 2019. 2019. Et du coup, je te rencontre à Poitiers. Et toi, à l'époque, tu avais des bureaux. Je me rappelle aux Frères Lumière. Et voilà, ça a commencé par là, quoi. Des petites galères par-ci, par-là. Et puis, voilà, t'es arrivé dans ma vie. Et c'est là, quand même, que ça a bousculé beaucoup de choses. Ça a remis en question beaucoup de choses. Et j'ai su qu'il fallait que j'arrête l'usine et que je prenne une vraie décision, quoi. La décision, déjà, de bouger de mon environnement qui me faisait rester qui j'avais toujours été.
Tu vois, je me rappelle un jour, tu m'avais dit, on s'était entretenu au bureau, tu m'avais dit, mais Simon, quand t'es chez toi, qu'est-ce que tu vois, etc. Et je voyais des photos de moi gamin, je descendais les escaliers, je me voyais petit. En fait, tout me reconnectait au passé. Ouais. Je repassais devant le bar où je voyais tous les pocherons depuis que j'étais petit. Ouais. Enfin bref, tout me rappelait mon passé. C'était la pire chose pour rester là où j'étais, quoi. Donc tu m'as fait prendre une première conscience, c'était de quitter un environnement qui ne m'aidait pas à me pousser à devenir qui je voulais être, du moins. Donc voilà pour le commencement. Donc ensuite, t'arrives, tu viens vivre à Poitiers, on bosse ensemble. Ouais. Et puis écoute, il se trouve que tu te trouves une vraie passion qui est la vente. Tu développes des vraies compétences dedans. Que je connaissais pas. Tu m'as quand même bien éduqué là-dessus. Et puis ensuite, ça démarre. Tout de suite des scores très corrects. Parce que c'est-à-dire que tu développes une vraie indépendance financière assez rapidement. Ouais. Au début, il y avait des leads un peu border, un peu cramés pour m'éduquer, mais ça a été une bonne éducation. Mais ça a commencé très très rapidement. Tu m'as fait confiance très rapidement, et je te remercie pour ça. Et à partir du moment où tu m'as fait confiance, moi dans ma tête, j'avais pas le droit à l'erreur en fait. Je me disais, un entrepreneur me fait confiance, j'ai tout plaqué pour ça. Il y a pas de plan B. J'avais brûlé tous les bateaux en fait. Justement, comment t'as appris la vente avec Alès? Parce que c'est vrai que Alès c'était pas un coach de vente renommé, etc. C'est pas quelque chose que tu l'as pratiqué toi à titre perso en tant qu'apporteur d'affaires, mais comment ça s'est passé ce procédé d'enseignement et toi d'apprentissage directement de la part d'Alessandro? Alors avant de te laisser la parole, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant que lui en parle, étant donné qu'il a un retour d'expérience et un vécu. Moi, je me considère pas comme un bon pédagogue sur la vente. C'est-à-dire que je l'ai pratiqué à mon insu depuis tout petit. J'ai pris conscience que j'étais excellent dans l'influence, la persuasion, la vente, la communication, l'art oratoire, etc. aux alentours de mes 19-20 ans. J'ai massivement travaillé dessus. Et voilà, mais je me suis pas, en fait... Quand ils sont arrivés, quand Simon et Neil sont arrivés, je me suis pas dit voilà, je vais coacher. Je me suis dit je vais essayer de faire tout ce que je peux et de faire de mon mieux pour essayer de leur transmettre. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas un bon pédagogue vis-à-vis de ça et que je pense, tu vas me confirmer ou pas ce propos-là, mais ce qui leur a permis, je pense, d'apprendre, c'est de me voir faire en fait. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de voir faire quelqu'un. Parce que je vous ai pas fait des heures de cours avec toutes les techniques, les structures, les scripts. Non, c'était, je prenais le téléphone, ils me regardaient, ensuite ils faisaient quoi. Ouais, c'était montré par l'exemple. C'était surtout montré par l'exemple. Et je pense que la chance qu'on a eue très rapidement, enfin la chance, ça vient d'une décision, mais des choses ont poussé un peu le fait que ça arrive assez rapidement, c'est que on était avec toi au quotidien en fait. Donc ça veut dire que même si nous on n'était pas éduqués sur ça, le fait de le voir pratiquer, ça fait que naturellement, comme quand on est enfant, on prend exemple sur nos parents parce qu'on est avec eux tout le temps, leur façon de parler, leur façon de se tenir, leur attitude. Et là, c'est que ça a fait pareil. Déjà, j'arrivais dans une optique où je voulais renaître, entre guillemets, je voulais enlever toutes mes croyances, toutes mes vérités que je pensais vraies. Et du coup, j'étais un enfant. Je pense que c'est ça qui m'a été. J'étais vraiment un enfant face à Alessandro en train de me dire que je ne connais rien et j'ai encore tout à apprendre. Et je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé et de le voir pratiquer, c'était extraordinaire parce qu'on arrivait au bureau à 8h, on repartait à 20h le soir. Ouais. Et quand tu vois quelqu'un enchaîner ses calls par 5, 6, 7, 8 par jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois... À un moment donné, tu vois, l'énergie se transfère et t'apprends de cette manière-là. Je pense que le fait qu'on soit au quotidien pendant une certaine période de temps assez longue quand même, ça nous a beaucoup aidé. Hein. De toute façon, il y a deux manières d'apprendre, plusieurs manières d'apprendre, mais pour moi, la plus puissante pour apprendre n'importe quelle compétence, c'est le mimétisme. Moi, je sais que j'apprends par le mimétisme. J'apprends pas en regardant une vidéo, en lisant un bouquin. Je peux ingurgiter une information, mais si je veux vraiment l'intégrer et l'intégrer, la comprendre, puis l'implémenter, puis en faire un feedback et en faire une compétence inconsciente, il faut que je vois quelqu'un faire. C'est le mimétisme, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, avec mon premier mentor, Eric, c'est ça. En fait, j'étais juste là, je le regardais. Que ce soit sur son attitude, son non-verbal, son vocabulaire. Oui, l'aspect structure technique, c'est important. Mais ouais, en fait, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas apprendre. Il y a des choses, tu vois, par exemple, toi, tu étais hyper naturel et tu faisais des choses complètement inconscientes dans tes habitudes, dans tes routines, dans tes façons d'influencer les autres. Des fois, il y avait des choses qui étaient complètement inconscientes et que
tu ne pouvais pas nous apprendre étant donné que c'était hyper naturel pour toi. Et donc la meilleure manière de pouvoir reproduire ça, c'était de le voir parce que il pouvait pas nous apprendre des choses qui pour lui étaient totalement naturelles. Par contre, nous, on les voyait parce que ah ok, c'est comme ça. Ah ok, il dit ça à ce moment-là. C'était aussi ce fait-là qui nous a beaucoup aidé à l'époque avec Neil. Parce que du coup, tu étais avec Neil, donc vous étiez les deux. À quel point est-ce que le fait de reproduire ce que Alessandro faisait de manière naturelle était important, mais aussi à quel point est-ce que reproduire vos comportements à vous deux finalement et de tout simplement s'entraider aussi sur cette partie-là, faire des écoutes de call, etc. À quel point est-ce que ça vous a aidé et puis voilà la balance des deux en fait. Quel était le plus important selon toi? En fait, je pense que déjà au départ, parce qu'il faut le dire quand même, au départ, je pense que j'avais pas ma personnalité. Je pense que ce qui fait que tu vas être, on va parler de closer, vendeur, closer, bref, c'est à peu près la même chose. Mais pour devenir un bon closer, je pense que il faut avoir ta personnalité dans le closing. Tu vois, tes mots, ton audace, les sujets sur lesquels tu vas aller, les mots que tu vas choisir. Et en fait, au début, à trop regarder Alessandro, j'avais perdu un petit peu cet aspect aussi de ma personnalité qui pouvait me faire réussir. Donc je faisais du mimétisme comme tu disais, mais j'étais un petit peu trop copié-collé d'Alessandro. Et donc au départ, ça a pas trop explosé. Il y a eu un temps quand même d'adaptation, tu vois. Mais le fait qu'il y ait Neil aussi, tu vois, ça nous a permis on a commencé au même niveau. Parce que moi, je l'avais appelé quand Alès m'avait appelé pour ça aussi. Je lui ai fait part de cette opportunité. On a commencé ensemble. Et hors les bureaux, je voyais beaucoup Neil. Et même quand on n'était pas au bureau, en fait, on écoutait nos calls. En fait, on se transférait nos calls. Lui écoutait les miens, moi j'écoutais les siens. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on a pu avoir notre personnalité aussi. Donc je pense que le fait qu'on soit à deux et qu'on démarre au même niveau avec Alessandro, ça a fait qu'on a pu aussi bâtir notre personnalité dans la vente. Et je pense que le meilleur moyen aujourd'hui, moi, qui m'a aidé d'avoir Neil à mes côtés et de pouvoir apprendre à deux sur ce sujet-là, c'est le fait de bâtir notre personnalité parce que lui il dit ça à ce moment-là, moi je dis plus ça, ok, comment je vais adapter ça, qu'est-ce qui passe le mieux, comment les gens réagissent le mieux par rapport à ça, et après tu crées ta personnalité. Moi ça m'a beaucoup aidé là-dessus, à m'adapter à ma façon de closer, ma façon de faire. Il y avait la partie closing, vous avez travaillé ensemble pendant quoi, un an et demi, 2 ans à peu près? 2 ans. Ouais, un bon 2 ans quand même. Un bon 2 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé finalement? C'était pourri. Il gagnait pas suffisamment ses thunes. Il avait trop faim en fait. Il faut des gens qui ont moins faim que toi pour les garder. Non, c'est pas vrai. Non, en fait. Un petit peu vrai quand même. Il y a une part de vérité là-dedans, je pense. Ouais, alors. Oui. Moi, ma théorie, alors, sur la raison pour laquelle, en fait, je pense que tu étais arrivé à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que ce soit lui comme Neil, moi, j'ai tout de suite vu et su quand j'ai commencé à passer du temps avec eux qu'ils avaient un profil entrepreneur. Tu nous l'as toujours dit ça. Voilà, et donc moi, si tu veux, avec toutes les personnes avec qui je collabore, en fait, je considère chacune des personnes de mon équipe comme des entrepreneurs à leur niveau. Ça veut dire qu'ils ont une notion de responsabilité qui est importante. On travaille au service d'une vision commune. Ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Et donc, si un jour, ils sont amenés à faire leur business, leur truc, moi, en fait, ok, je t'encourage. Même si on peut faire une synergie commune ou pas, ou quoi, moi, je t'encouragerais. Si je peux même te mettre en relation avec des gens, je le ferai. Donc, j'ai pas cette mentalité de restreindre les gens et de vouloir, non, au contraire, je pense qu'il faut aider à déployer les gens. Comme, en fait, il faut se comporter avec les gens comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Si moi j'étais dans sa situation, comment j'aurais aimé qu'on me traite. Et en fait, voilà, tu as fait ce que tu avais à faire en tant que closer. Ensuite, je pense, tu as toujours eu en toi cette volonté de partage, d'enseignement. Et donc, la suite logique était pour toi de créer ton école de closer. Il a eu l'opportunité de le faire. Il l'a fait. Au bout d'un moment, il n'arrivait plus à assembler les deux. Ouais. À assembler les deux, il fallait prendre une décision. Et puis, du coup, il a fait ce qui lui semblait bon, quoi. Mais un an avant que ça se passe quand même, parce que je pense que, comme tu as dit, c'était la fin d'un cycle. Comme tout le monde le connaît, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, et il y a un fin de cycle à tout. Et je pense que, comme il nous l'a toujours dit en fait, je vais jamais vous limiter. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir une vision où on pouvait se permettre un petit peu plus de rêver, tu vois, de pas s'arrêter à je prends juste des calls. Non, le fait d'avoir le gars qui t'a fait avec toi, de te dire te limite pas, si des fois t'as envie de penser à autre chose ou que t'as des idées, on en parle et mets-les en place, tu vois. Et avant de me lancer, ça faisait déjà 1 an que je lui parlais de l'agence de closing.
Mais il m'a souvent remis en place aussi parce que forcément, je devais aussi bien m'éduquer au closing parce que sinon, j'allais apprendre des choses qui étaient un petit peu biaisées. Mais j'avais cette vision quand même à la fin de la première année où on avait commencé à taffer ensemble. Et la raison de ça, c'est pourquoi ? C'est que, étant donné qu'on a 24 heures dans nos journées, j'avais rapidement compris que même si je prenais 24 calls chaque heure, j'étais limité. Donc il y avait deux possibilités. Soit je closais des offres plus grosses, donc je faisais en moins de temps ce que je faisais en 8-10 heures par jour, ou je montais mon agence. Et du coup, au départ, tu nous as mis sur des plus grosses offres. On a commencé à pouvoir faire des offres à 10 000, un petit peu plus. Et puis voilà, après, je pense que ça a été la suite logique. Je l'avais en tête depuis un moment quand même. Pas tous les closers font de bons entrepreneurs. Comment est-ce qu'on fait ces transitions ? Comment est-ce que ça s'est passé au début, etc. C'est vrai, ça. D'avoir des revenus, tu prends un appel, tu sais que ça close à tant de pourcentage, tu as un certain taux de conversion, donc tu sais qu'à partir d'un moment où tu prends assez de nombre d'appels, ça close et donc il y a de l'argent qui rentre, mais forcément dans l'entrepreneuriat, tu as une notion où il faut aller chercher des contrats, il faut aller chercher des clients, etc. Donc comment est-ce qu'on fait cette transition d'avoir cette sécurité-là et de plus l'avoir après ? C'est intéressant. Je vais être très honnête, je pense que j'ai pas encore totalement accompli mon devoir d'entrepreneur étant donné que je pense ne pas avoir toutes les bases, par exemple dans mon organisation, dans ma façon de manager, tu vois, c'est vraiment pas parfait, et encore aujourd'hui. Par contre, le fait de le faire me rend un petit peu plus parfait tous les jours, tu vois. Donc, en fait, je me suis jeté à l'eau sans me poser de questions, comme quand je l'ai rejoint à Poitiers. Donc, j'ai pas pensé à cette sécurité ou pas que je pouvais avoir. J'ai surtout suivi ma vision, et puis au pire, ça merde. Je reclose, tu vois, je reprends le téléphone et je reprends des deals, quoi. En fait, je pense que ce qui me sécurise, c'est pas le fait d'être closer ou d'avoir un business. Ce qui me sécurise, c'est le fait de savoir que j'ai été capable une fois, en fait. Et du coup, que je peux le devenir à volonté si je prends mon tel, tu vois. Et je pense que c'est ma plus grosse sécurité aujourd'hui. C'est pas mon compte bancaire, c'est pas mon réseau, même si c'est une grosse partie de ça. C'est le fait que je sais que je suis capable maintenant. Tant que j'ai des numéros et que j'ai de la batterie sur mon tel, j'appelle. Et je pense que c'est ma plus grande sécurité, c'est de savoir que j'ai cette capacité et cette compétence aujourd'hui. C'est vrai que la capacité à savoir que tu peux créer à la demande, c'est pour moi le sentiment le plus sécurisant qui existe. Vraiment, hein. C'est vrai que si tu as la santé, la capacité de parler, ton niveau d'énergie, un téléphone et que tu as des compétences inhérentes dans la vente, en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire ? Tu vois, c'est vrai, hein, moi je me le dis souvent. Hein. Si jamais là tu pouvais juste reboot ton compte bancaire pendant 6 mois, tu rebootes ton compte bancaire à 0 juste pour t'éclater, tu le remets à 0, tu conserves ton réseau, tes compétences. Ça serait intéressant de voir, d'ailleurs faire une émission, tu vois, ou une série YouTube où en fait, ça existe aux States, cette émission où des mecs partent à 0 et on se laisse 3 mois et en 3 mois on voit quel mec a reconstruit le plus, tu vois. Tu gardes les compétences et le réseau. C'est vrai que ça doit être hyper intéressant. Ou même t'enlèves, si tu veux aller encore plus hard, t'enlèves le réseau et t'enlèves l'argent. Tu gardes juste les compétences. Tu gardes juste les contacts, les numéros de téléphone, quoi. Ah, ok, sans numéro. Pas de numéro, compte bancaire à 0, juste les compétences, ce qu'il y a là-dedans. Billionaires Undercover, Grant Cardone l'a fait à partir du moment où il a passé la barre du milliardaire. Justement, c'est vraiment pas de compétences, rien. Littéralement, tu vas dans une autre ville, souvent ils font même un peu de... Tu vois, ils rajoutent la barre où ils mettent un capuchon ou quoi. Donc, irreconnaissable, pas de numéro de téléphone, juste je crois que c'est $250 ou $500 je crois. Dans la poche histoire tu vois, de pouvoir acheter au minimum de la bouffe pour la première nuit, tu vois. Et après, recréer de l'argent à demande. Tu vois que ça c'est hyper intéressant comme sujet parce que moi je le vois au sein de mon entreprise aujourd'hui et avec du recul aujourd'hui, c'est vrai que si je devais refaire quelque chose et que je devais repartir à 0, cette expérience serait bien parce que souvent on se dit que, tu vois, on pense que closer, tu vois, il y a des leads qui arrivent dans nos calendriers et on a juste à répondre à ces calls-là et puis close. Mais en fait, le vrai atout d'un closer, c'est que c'est vrai que si t'as pas de réseau demain et que t'as pas de contact, combien d'événements t'es prêt à aller faire ? Combien de villes t'es prêt à aller faire également pour aller chercher de nouveaux réseaux, de nouveaux contacts ? Parce que réellement, à partir de rien, c'est autre chose que d'avoir des leads dans ton calendrier et de pouvoir closer, tu vois. Je pense qu'un vrai closer, un vrai mec qui est chaud dans la vente, est capable de revenir à 0 et de rebâtir son réseau pour ensuite créer un lien qui fera qu'à un moment donné, il va acheter le gars.
il va acheter. Mais de toute façon, si tu deviens tellement bon dans la vente, les gens viendront à toi. Si tu deviens incontournable sur le marché, les gens vont s'arracher, tu vois. C'est vrai. Et tu pourras poser tes conditions. Et c'est les gens qui, tu vois, c'est toi qui négocieras tes conditions, mais à condition d'être excellent. C'est vrai, ça tu me l'as toujours dit. Le plus haut niveau de la vente, la personne ne se rend pas compte que tu lui vends et c'est juste un aspect de c'est elle qui veut, c'est elle qui veut, c'est elle qui veut et t'es arrivé à un moment où tu vends plus en fait. Tu refuses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous dites quoi aux gens qui disent que voilà, la vente c'est de la manipulation, c'est un peu voilà, voilà. Ouais, non, mais moi j'ai une théorie, un principe fort vis-à-vis de la vente, c'est la différence entre l'influence et la manipulation, c'est l'intention. Un marketing exceptionnel au service d'un bon produit, c'est génial, ça fait beaucoup de cash, ça fait beaucoup d'impact positif sur les gens. Un bon vendeur, une bonne vente au service d'un produit merdique, c'est de la merde. Donc en fait, il n'y a pas de souci à vendre. Vendre, c'est répondre à un besoin, tu vois. C'est faire en sorte que les gens se disent oui pour qu'ils puissent se résoudre un problème qui leur est cher. Moi, j'ai pas de problème avec ça, au contraire, justement. Pourquoi avoir un problème sur le fait de rendre service aux gens ? Depuis quand rendre service aux gens, c'est un problème ? Je pense que c'est une perception plus qu'autre chose. C'est vrai que le mot manipuler, on l'a dans l'esprit, dans le fait, la société te manipule, ceci. Et donc depuis tout petit, on se dit, manipuler, c'est pas bien. Mais en réalité, comme il dit, c'est que si tu manipules l'esprit de quelqu'un à ce qu'il voit des choses qu'il n'a jamais vues pour faire ce qu'il n'a jamais fait, est-ce que c'est de la mauvaise manipulation et est-ce qu'il faut se retenir de le faire ? Donc moi, je suis franc et je le dis à mes équipes, c'est que on manipule. Mais si l'intention est bonne, comme il l'a dit, continuez à manipuler. Parce que combien de vies on a impacté depuis le début ? Moi, je revois, si on revient au tout début, combien de gens on a pu avoir au téléphone qui aujourd'hui nous envoient des messages en disant « Ah merci. » Mais c'est quelqu'un qu'on a manipulé et regarde aujourd'hui, il y a un merci. Donc je pense que c'est l'intention. Tu vois, dès lors que tu as une personne au téléphone, tu as un prospect au téléphone, que tu identifies clairement sa problématique et que tu sais que tu as la capacité de résoudre sa problématique grâce à ton produit, c'est ton devoir en fait de faire tout ce qui est en ton pouvoir, d'utiliser tous les outils d'influence que tu connais pour le faire passer à l'action. À partir du moment uniquement si tu sais que ton produit répond à sa problématique. Si c'est pas le cas, non. Bien sûr que non. C'est comme un médecin, tu vois. Un médecin, il identifie, fait un diagnostic. S'il estime qu'il a la capacité de l'aider, il faut qu'il prescrive, tu vois. S'il le fait pas, il laisse les gens dans la merde. Non, c'est une question de perception et je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et tu vois, je pense que beaucoup de gens ont du mal avec la vente parce que moi, quand je parle avec des gens qui viennent me voir, mais Simon, j'ai du mal avec la vente, mais j'ai du mal à faire ça. Et ce que je me rends compte, c'est qu'ils n'ont pas du mal en fait. C'est la perception qu'ils ont de ça qui fait qu'ils ont du mal à le faire. Et réellement, en fait, les gens ne sont pas à l'aise avec le fait de se dire ok, je manipule et si je le fais avec la bonne intention, c'est ok. Et tant que les gens ne seront pas ok avec cette perception, je pense que ton business ou ta personne restera à zéro tout le temps parce que tu es obligé à un moment donné, si tu es entrepreneur ou que tu bâtis un business, tu es obligé de vendre soit ta personne, soit un service, soit une vision, soit une idée. Et tant que tu n'es pas à l'aise avec ça, je pense que tu seras restreint au niveau de tes finances à un moment donné. Ça te limitera, c'est sûr. Et juste toi qui as été closer aussi parce que tu es passé par cette étape-là, la perception que tu en as aujourd'hui et que tu en avais au début, qu'est-ce qui change entre le fait de, avant que tu démarres, pendant et après, cette vision et cette perception de manipulation, comment elle a évolué toi ? Moi, j'avais jamais eu une mauvaise image de la vente en tant que telle. J'avais une image mentale de ah putain, mais en fait je me sens pas à l'aise à la base, tu vois, de demander à quelqu'un d'acheter ce que j'avais à vendre, tu vois. Donc ça c'était la partie un peu complexe au départ sur laquelle j'ai changé. Mais j'ai jamais eu une image mauvaise de la vente parce que j'ai toujours considéré, et puis parce que aussi j'avais écouté beaucoup de, tu vois, les Américains globalement, ils parlent toujours de la vente, tu vois, et même, je considère que même un employé aujourd'hui, tu vois, t'as envie de débaucher un job, t'es obligé de te vendre au recruteur, t'es obligé de, tu vois, d'être bon en recrutement. Donc tout le monde se vend tout le temps. Un gamin qui demande 10 balles à ses parents, tu vois, il doit se vendre, etc. Donc j'ai toujours considéré que la vente était partout. Mais forcément, une fois que t'en fais, on va dire, moi ce que je voyais pas avant dans la vente, c'est tout le travail qu'il y a derrière,
c'est pas uniquement d'avoir la personne au téléphone, ça c'est la première chose. C'est vraiment, comment est-ce que tu prépares ton appel, comment est-ce que tu persuades aussi la personne avant même qu'elle vienne sur l'appel, et puis ensuite, tu vois, la partie du suivi. Et ça, je dirais, c'est l'envers du décor, c'est ce qu'on voit pas, et c'est le travail que je pense que beaucoup de closers ont plus de peine à faire, parce que je pense que tout le monde peut se pointer à 1h, tu vois, à un rendez-vous, c'est à 13h, t'es là à 13h, mais par contre, tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après, notamment aussi sur la partie amélioration, l'écoute de call comme tu parlais avant, etc., ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte en faisant que c'est là où est l'argent, c'est là où est l'amélioration de compétences, et pas nécessairement uniquement dans ce call-là. Et ensuite, l'après-vente, surtout sur la partie business, à quoi ça sert, etc., en fait, c'est l'oxygène d'une société, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est que n'importe quelle société a besoin d'une vente, que ce soit par téléphone, etc., sur des plus grosses offres, mais peu importe, Spotify doit bien vendre des abonnements, etc., pour vivre, donc en fait, c'est vraiment l'oxygène de n'importe quelle société, c'est primordial, tout simplement de passer par cette étape-là, en fait, et n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise doit passer par la vente pour vivre et puis pour payer ne serait-ce que les employés, etc., et tout le reste, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un sujet qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, dans la vision américaine, la vente, elle est complètement différente que dans la vision française. Bon, ça, c'est un fait comme plusieurs sujets. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que la vente, petit à petit, au fur et à mesure des années, elle prend une autre tournure aussi parce que moi, je le vois avec mes équipes, c'est qu'entre vendre... Je vais vous poser une question qui peut être intéressante, c'est que, est-ce que déjà, pour vous, il y a une différence entre un vendeur et un closer? Et si oui, laquelle? Un vendeur, pour moi, vendeur, j'ai l'image du mec à Darty qui est dépendant d'une structure et qui est assigné à un rôle qui est d'aider les clients à chercher un produit, un machin. Un closer, pour moi, c'est plus large. Un closer, il doit non pas se contenter de des opportunités de vente qu'on lui offre, mais il doit aussi développer une vraie autonomie, aller prospecter, faire autre chose que... faut sortir du cadre, en fait. Un vendeur, il est dans la structure, il fait ce qu'on lui demande, c'est un profil un peu salarié, un peu dépendant, peu autonome. Un closer, pour moi, c'est quelqu'un d'autonome qui va prospecter, qui a plus de skills. Et je dirais même au-delà, c'est même un bon closer, c'est un bon coach, en fait. Tu vois, d'ailleurs, je remarque que j'ai quelques potes qui ont des boîtes qui font que ce soit dans le développement personnel, la séduction, etc. Généralement, ce sont les closers qui s'occupent de la vente, qui s'occupent de suivre les clients après. Tu vois. Parce que forcément, le client se sent plus rassuré d'être suivi par la personne qui l'a fait passer à l'action. Totalement. Donc, ouais. Moi, la différence que je fais entre les deux, je pense, c'est surtout sur la méthodologie empruntée pendant l'appel de vente. Tu vois. Je considère qu'un vendeur va plus être dans une attitude de présentation. Où j'ai ce truc, je vais te dire à quel point ce truc est bien, et puis toutes les caractéristiques, etc. Et à la fin, je vais te le vendre, souvent en costume 3 pièces Célio, un peu serré. C'est vrai, Et le closer, au contraire, il va plutôt partir dans une logique diagnostique, comme ça, de questionner et d'être, tu vois, le costume Célio, on en a parlé hier, mais tu vois, de questionner et de pouvoir vraiment, tout simplement identifier une vraie problématique et de pouvoir répondre à cette problématique. Tu vois, chose que les vendeurs, je pense, font assez différemment dans leur façon de faire. Puis ça marche plus, le marché a pris de la maturité. Tu vois, quand tu rentres dans un magasin, moi, il y a rien de pire. C'est là pris pour un con. Tu sais, t'arrives, tu veux juste regarder et on vient vers toi. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin. Tu vois, mais oui, non, mais je sais en fait, si j'ai besoin, tu vois. Et ça, en fait, je trouve que ça saoule. Les gens, en fait. Le marché a pris. Donc, en fait, vu que le marché a pris de la maturité, il faut innover dans la démarche. Il faut innover, il faut disrupter, il faut arrêter de reproduire les codes qui étaient utilisés il y a 5, 10, 15, 20 ans. Il faut innover, comme dans n'importe quel marché. Et si tu n'innoves pas, je veux dire, c'est mort. Hein. C'est mort, tu vois. Ouais, totalement. Moi, je te rejoins, c'était que le fait que, et dans le mot, on le dit, un closer, c'est closer, ça veut dire fermer la vente. Et moi, j'ai souvent des fois dans mes équipes des gens qui me disent, mais Simon, j'ai du mal à la fin de l'appel. Et je leur dis tout le temps, mais rappelle-moi ta compétence, closer. Donc en fait, tu as du mal à fermer la vente, mais c'est ton job. Tu sais, c'est facile de faire un diagnostic. Tout le monde en est capable d'aller chercher les problèmes de chacun. Moi, je vois mon père, il est hyper à l'aise avec moi là-dessus. Et pourtant, c'est pas un bon vendeur et un bon closer. Donc je pense que la caractéristique du closer aussi, c'est qu'il a une capacité à fermer la vente. Ça veut dire qu'il repart avec un deal. Le vendeur,
il repart souvent sans deal, tu vois. Non, mais réellement, il prend pas le cash. Le closer collecte, le vendeur prépare la vente pour le closer, tu vois. Je vois cet aspect-là. Et c'est vrai que les gens en ont marre d'être... En fait, les gens en ont marre d'être vendus, d'être pris pour des produits. Et c'est vrai que même à Dubaï, quand tu vois des fois dans des restos, t'as à peine fini ton verre, tu sais, il faut que tu consommes, Ouais. C'est ça, je pense que c'est vraiment fini. Les gens adorent acheter mais détestent qu'on leur vende. Ouais, hein. Totalement. Donc en fait, faut pas empêcher les gens d'acheter. Faut les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils achètent. D'ailleurs, moi, je me souviens, une fois, tu avais fait venir Angelo sur un coaching en Zoom. Ouais. Je me souviens encore de ce jour-là. Il avait posé la question à tout le monde, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire closer ou juste le mot closer, pas closing, mais closer. Et la définition en anglais. Et puis il avait dit, en fait, closer, ça veut dire rapprocher. To get closer to someone, c'est se rapprocher de quelqu'un. Et en fait, c'est de rapprocher le client de la vente, finalement, le closer du closing, et de rapprocher ces deux-là ensemble. Chose que je pense que le vendeur a plus tendance, comme je l'ai dit, j'ai ce truc, tiens, est-ce que tu veux le prendre ou pas, tu vois. Et ça, c'est une vision un peu désuète, je pense aussi, tu vois. Totalement. Mais n'empêche que pour certaines boîtes, c'est con à dire, mais il y a certaines boîtes chez qui ça fonctionne. Tu regardes les télécoms par exemple. Alors ils ont un produit qui se vend de lui-même, mais il y a des gars dans les télécoms ou bien même dans les assurances, ils utilisent des techniques de vente un peu désuètes qu'on peut voir. Et puis pourtant, il y en a qui font leurs 10, 15, 20 cadres. Mais la question, c'est est-ce qu'ils pourraient faire plus en changeant leur manière de faire ? Je pense. Ouais. Évidemment que ça marche, hein. Évidemment que ça marche. De toute façon, si une roue a marché une fois, elle peut marcher tout le temps. Mais, comme il a dit, le marché a pris de la maturité et ça marche jusqu'à quelle limite, tu vois ? Il y a Moi, des je pense limites qu'il y a à ça. un vrai marché dans le closing où, notamment ce que tu enseignes, toi, tu mets dans des sociétés des closers que tu formes. Donc, c'est essentiellement de la vente au téléphone sur on va dire, des produits haut de gamme, des services haut de gamme. Ouais. Mais d'aller voir des structures comme, je sais pas, je parlais de Darty, Boulanger ou des franchises de magasins de vêtements et d'aller les voir et leur dire, écoutez, quelles sont vos performances commerciales ? Ok, ok, très bien, voici ce que je fais, voici les performances que j'obtiens avec ma team grâce à nos méthodes. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous apporter quelque chose et faire du coaching pour des gros groupes comme ça, parce que ces gros groupes-là, ils ont l'argent, donc ils seraient prêts à payer et je pense qu'ils seraient dans une démarche d'innover. Si factuellement ils voient qu'il y a une méthode qui fonctionne et tout, qui est innovante, non seulement ils ont l'argent, ils sont prêts à payer et ça game changerait leur performance commerciale. Tu vois, t'imagines, tu rassembles, tu fais un coaching à tous les responsables des Darty, je sais pas moi, en Europe. Ensuite, ils implémentent ça à ces équipes. T'imagines le consulting, combien tu peux facturer ça ? Mais moi, ma croyance que j'ai là-dessus, et ça reste à partir du moment où tu as une croyance, elle est limitante dans tous les cas, mais moi, j'ai cette croyance de me dire, est-ce que le marché aussi physique, prenons Darty, on en parle depuis le début, est-ce qu'il est prêt à s'adapter à cette nouvelle façon de vendre aussi ? Faut leur vendre. Généralement, c'est des gens, en fait, ils sont assez conservateurs sur les méthodes, tu vois, peu ouverts au changement. Après, c'est encore ce que je dis, c'est une croyance, mais c'est un petit peu, je sais pas, j'ai pas rencontré beaucoup de responsables, quand j'étais en stage, quelques-uns, mais c'est vrai que quand tu leur proposais quelque chose, mais après c'est encore une question de légitimité. Tu vois, si toi t'arrives, tu dis voilà, moi ma société elle fait ça, je suis spécialisé dans le consulting, le coaching pour améliorer les performances commerciales, voici mes résultats, machin. Au bout d'un moment, si t'arrives avec du factuel et de la légitimité, tout le monde est prêt à t'écouter. Bien sûr. Donc faudrait tester. Il y a un truc dans les boîtes un peu corporate que j'ai pu en marquer, c'est en fait, imaginons tu as un manager de vente, c'est lui qui va gérer tout le pôle vente, etc., responsable commercial. En fait, s'il prend une bonne décision, c'est pas lui qui va en avoir les fruits directement. Tu vois, c'est souvent soit le fondateur, soit le CEO de la boîte, tu vois, ou bien la boîte en elle-même qui va avoir les louanges ou bien du moins le cash qui va rentrer en plus. Mais s'il prend une mauvaise décision, lui, il va se le prendre sur la gueule. Donc souvent, la position du manager, c'est de garder le statu quo, c'est de faire en sorte que les choses restent comme elles sont parce que ça satisfait le CEO. Et globalement, si ça ne bouge pas, lui, il garde son poste, etc. Mais il va pas prendre le risque parce que s'il prend le risque, il va pas forcément avoir le bénéfice total pour lui. Il va peut-être avoir la promotion de plus et tout, mais globalement, il va pas toucher plus de thunes, malgré le fait qu'il peut prendre une décision qui va vraiment game changer une boîte. Mais par contre, si le risque ne paye pas, derrière, il peut perdre son job, etc. Mais il est là le plus gros problème. Et je pense que dans cet aspect-là, c'est que le fait de vouloir satisfaire quelqu'un d'autre
Évidemment, pour des boîtes, quand tu es salarié, que tu as des contrats, etc., ça se passe peut-être autrement. Mais je pense que le fait de vouloir satisfaire quelqu'un d'autre que pour une boîte, parce qu'elle doit tenir un certain bénéfice, une certaine marge, etc., je pense qu'à un moment donné, dans tous les cas, si tu changes tes façons de faire, évidemment que ta marge, à un moment donné, et ton chiffre va faire ça. Mais pour faire ça après, tu vois, c'est la même référence que tu recules 2 pas et tu avances de 3, tu vois. Mais c'est vrai que le marché, je pense qu'il est peu ouvert à ça. Ou alors, c'est peut-être ma perception de croire ça et de ne pas y aller. Hein. Peut-être, on verra Simon Corbin sur le consulting. À vendre des machines à laver miteuses. Alors, on en parlait l'autre jour sur tu vois, la quantité d'humains dans le business. Tu vois. Et c'est vrai que moi, ce que je vois quand même dans ton business, c'est qu'il y a pas mal d'humains à gérer, forcément, pas mal de caractères différents, pas mal de façons de faire différentes aussi, de croyances différentes au fur et à mesure. Enfin, moi, je vois à titre personnel et puis avec tous les autres qui m'ont accompagné aussi. Comment est-ce qu'on gère autant d'humains dans une boîte et rester sain mentalement, tu vois, Mais tu vois pas qu'il est pas sain dans sa tête. Il est tout là le sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient se repentir dans ce podcast. Il a besoin de lâcher les chevaux, tu vois. Mais oui, c'est vrai, comment on gère. Moi c'est réel. Mais en fait, je pense que je vais te dire ça. Je manquerais d'humilité de te dire de comment gérer une équipe. Là aujourd'hui, on est 88. Donc pas sur le terrain, 88 en action à vouloir performer ou déjà sur le terrain. Mais c'est un réel challenge. Ça serait de mentir de dire que je vais me coucher le soir sans penser à demain ou sans penser à ce qui aurait pu être mieux fait aujourd'hui. Je pense que déjà, quand tu suis la voie de l'entrepreneuriat, t'es OK et t'acceptes le fait d'avoir la tête comme ça. Évidemment, quand t'es salarié, tu rentres chez toi, pépère, il n'y a pas de responsabilité, t'as pas besoin de mettre des idées en place. Moi, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat en sachant et en acceptant d'être OK d'avoir la tête comme ça et d'avoir des réflexions à tout va parce qu'on peut toujours devenir meilleur et rendre meilleur son business. Mais aujourd'hui, les méthodes que j'utilise, c'est déjà... en fait, c'est toujours garder un mentor auprès de moi dans ce domaine pour pouvoir aussi lui parler, ne pas tout garder en moi. Le fait d'avoir un recul extérieur avec quelqu'un avec qui je peux parler de ça, me déverse aussi des problèmes et me permet d'avoir aussi du recul sur ça. Donc, je ne suis pas seul à penser sur mon business. Je pense que ça m'aide déjà de 1 à gérer l'équipe. Et de 2, et je suis en train de le voir aujourd'hui, et c'est tout le challenge que j'ai dans mon business, c'est que j'ai démarré... Moi, je suis un mec, je suis feu. J'ai plein d'énergie. Donc, ah bon ça se voit pas. Non mais ça veut dire que j'ai fait mon business, tu sais, j'ai pas pensé aux problèmes qui pouvaient arriver. J'ai foncé, j'ai pris des closers, j'ai passé la vision, des sociétés me faisaient confiance, boum, je les mets dessus. Mais là, je rencontre un problème, c'est qu'il y a aucun process. Ouais. Tu vois ? Et donc dans ce fait-là, réellement quand tu viens arriver avec 10 personnes sans process, ça va, tu les gères. Mais avec 80 personnes sans process, là c'est un vrai challenge en fait, c'est un vrai challenge. Et donc là, comment je fais, c'est que j'essaye de mettre un maximum de process en place pour pouvoir avoir une discipline. On a un call le matin, on voit les objectifs, on voit ce qu'on fait aujourd'hui sur le follow-up, il y a quoi à faire, il y a combien de rendez-vous, on va chercher combien de ventes. Et le fait de beaucoup plus cadrer les choses comme ça me permet de m'enlever un petit peu des responsabilités que je pouvais avoir avant parce que je n'avais pas de process, tu vois. Donc de processiser et de pouvoir avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de tes problèmes pour avoir un recul sur ça, quoi. Mais c'est un réel challenge et je pense que ça le restera. Mais je pense que ça me fait vivre aussi ce challenge-là parce que dans le sens où quand il y a le problème, tu ne l'aimes pas. Mais quand tu prends du recul, tu vois combien ça t'a aidé à faire les choses. Parce que j'aurais pas ce problème aujourd'hui, j'aurais jamais pensé à créer des process. Et peut-être que c'est grâce à ces process que je vais toucher tellement plus de gens, que je vais pouvoir impacter plus de gens. Donc ouais, j'en suis là aujourd'hui, ouais. Ah ouais. C'est intéressant parce que finalement, là on a deux versions un peu différentes parce que toi tu as quand même beaucoup de programmes automatisés, etc. avec relativement peu d'humains. Ouais. On arrive à garder le setup assez lean en termes de personnes au sein de la société, mais ouais, je me dis putain 80 personnes au quotidien, c'est challengeant. Et puis, et Alès m'avait déjà éduqué là-dessus, c'est que moi j'ai du mal à déléguer parce que j'ai l'impression que personne peut mieux faire que moi. Et ça c'est hyper relou, hein, parce que t'as toujours la tête dans le guidon. Et aujourd'hui, j'essaye d'accepter petit à petit que je veux gagner du temps et je le délègue à quelqu'un. Et même si c'est moins bien fait que moi, mon temps vaut plus que
que de la perfection que tu Totalement. n'atteindras jamais. Totalement. Ouais. Les amis, très important, si vous appréciez notre contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, activer la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. Et aussi, si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner personnellement avec mon équipe à atteindre vos objectifs et à gagner en liberté financière, c'est les premiers liens dans la description. Ceci étant dit, reprenons. Après, c'est vrai pas que facile. bah, ça Tu demande... m'as chouré mon café, j'aimerais bien le... Ça demande Il m'a pris le café. ça demande un vrai travail, oui et non. Enfin, en fait, ça dépend de tes ambitions avec ton business. Je pense que si tu es dans une optique de scaler, donc de maximiser ta croissance, tu peux pas scaler un business et scaler ton temps. C'est pas possible, tu vois. Tu scales ton business, mais tu dois forcément justement acheter du temps. Et pour acheter du temps, et pour aller vite, il faut mettre des process, il faut être délégué. Et étant donné que de toute façon, la perfection n'existe pas, vaut mieux que tu assures ta croissance en t'assurant que 80% du job est fait par tes équipes. 80%, ça ne veut pas dire 100%, c'est-à-dire que ça sera imparfait. Mais c'est OK que ce soit imparfait parce que ce qui compte, c'est que ce soit fait. Et qu'au pire des cas, tu réajusteras. Que d'être au four et au moulin et d'être capé, tu vois. Parce qu'au four et au moulin, en étant capé, en termes de revenus et de temps, bah, au bout d'un moment, tu t'épuises, quoi. Et quel est le plus important, ta santé mentale ou justement le fait d'avoir du temps, tu vois. Ouais, c'est cette qualité de question qui est importante. Mais comme je disais, quand on est la tête dans le guidon, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler, parce que cette qualité de question, tu as du mal à te la poser quand tu es la tête dans le guidon et il n'y a que ça tout le temps. Donc c'est vrai que ouais, ça aide d'avoir quelqu'un à ses côtés quand même. Après, il y a aussi ce truc où finalement, quand tu délègues une tâche, il y a ce truc où est-ce que la personne est déjà compétente à la base et puis elle peut être opérationnelle assez rapidement, et est-ce que je dois former cette personne un minimum et puis ça va prendre du temps à implémenter. Et là, sur le court terme, l'opérationnel va prendre un peu plus, va en prendre un coup. En termes d'efficacité, tu vas en prendre un coup et tu dois un peu doubler ta quantité de travail, parce que tu dois non seulement faire le travail et puis expliquer, mais en plus de ça, faire en sorte que la personne fasse bien son travail ensuite pour passer le truc gentiment, tu vois. En fait, c'est d'accepter de perdre sur le court terme pour mieux gagner sur le long terme. Ouais, c'est ça. Mais le savoir, c'est une chose, mais le faire, ça en est une autre. Moi, je le sais depuis longtemps. Et je l'applique que maintenant, tu vois, alors que ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Puis une problématique, c'est que les personnes peuvent partir après 2 ans de collaboration. Comme on disait au début. Ouais, mais c'est le jeu. Et c'est le jeu, mais on se retrouve sur quelques business où on refait des choses ensemble. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il me laisse la liberté de grandir à ma façon. C'est aussi pour lui, peut-être sur le long terme, une possibilité de me ravoir au meilleur de moi-même à un autre moment où s'il m'avait pas lâché, en fait... j'aurais pas pu l'aider là-dessus. En fait, c'est contre-intuitif. Si tu es dans une mentalité Ah, il faut que tu te avances. Avance encore le micro et avance-toi. Ouais, nickel. Quand tu es dans cette mentalité de restriction, de vouloir limiter tes équipes, de toute façon, ça va te retomber sur la figure un jour ou l'autre. Parce que c'est pas en limitant les gens. Sur le court terme, ça peut peut-être valoriser ton ego et te donner un sentiment de contrôle qui est au final qu'une illusion. Mais sur le long terme, tu ne conserves pas des gens au service de ta vision si tu es dans une optique de vouloir les limiter, de les contraindre. Ça n'a jamais marché. C'est pour ça que le management en mode le chef, salarié, le chef qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, et puis qui tape avec le bâton, ça ne marche pas sur le long terme, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette image un peu en France du patron, tu vois, le patron c'est un connard, c'est machin, parce qu'au final le patron, il est là pour servir ses intérêts, il a servi les gens, c'est les personnes qui bossent avec lui telles des esclaves et tout, c'est une mentalité de merde, tu vois. Non, si tu as cette vision, un leader, moi c'est ce que j'aime appeler un leader, il déploie les gens, il révèle le potentiel des gens et au contraire, il ne les limite pas, tu vois. Et comme tu dis, sur le long terme, de toute façon, alors il y a des gens, il y a des connards, tu vois, dans l'humanité, c'est-à-dire tu vas investir du temps, de l'attention, des connaissances sur quelqu'un et au final, quelques années après, il va se barrer, il va aucune reconnaissance, il va te cracher dans la main et puis voilà, ça arrive. Mais il y a quand même des gens qui sont bons, en qui tu peux investir du temps, de l'attention, des connaissances, avec qui tu fais un petit bout de chemin, vos chemins se séparent, vous êtes en bon terme et peut-être que des années après vous allez vous retrouver, professionnellement ou pas, mais c'est pas grave. Tu vois, au final,
au final, c'est pas grave, tu vois. Ce qui compte, moi, en tout cas, ce qui a toujours été important pour moi dans toutes mes collaborations business, c'est déjà d'accrocher humainement, de partager les mêmes valeurs et de faire en sorte que si un jour la collaboration professionnelle s'arrête, que l'amitié ne s'arrête pas, tu vois. C'est vrai que tu as mis un point d'honneur là-dessus quand on est parti. C'est vrai que dissocier l'humain de ses idées, c'est que des fois, des chemins se séparent, mais par contre, le lien qu'on a hors business, il est toujours resté. C'est vrai que... Ben oui, parce que le business, c'est éphémère. Le business, c'est un jeu, tu vois. Mais le lien humain, c'est ce qui a le plus de valeur. Donc, on peut faire des grandes choses businessment parlant, ça peut s'arrêter, mais faut pas que le lien humain, tu vois, s'arrête. Parce qu'au final, on partage un chemin, on partage un bout de vie. Tu vois, la vie, c'est un point A, un point B. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. C'est ce que tu as fait entre les deux qui va te créer du souvenir et de l'émotion. Donc, les gens qui partagent ton lien business, c'est con de déchirer une relation humaine pour des désaccords business. Est-ce que le business, il y a plein de points, tu vois, pas la même relation à l'argent, pas la même façon de bosser. Il y a plein de choses qui peuvent... D'ailleurs, moi, je bosse très rarement avec mes amis, tu vois. D'ailleurs, le peu de fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mes amis démarrent très souvent d'une collaboration professionnelle. C'est d'abord, on démarre par une collab pro, et après, il peut en découler une amitié. Mais un ami que j'ai connu hors business, je vais pas le faire entrer dans le biz. Non. Il se peut qu'on se découvre une amitié au départ avec une collab pro, mais l'inverse, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. C'est vrai ce que tu dis, parce que moi, les gens que je côtoie le plus et avec qui je passe le plus de temps aujourd'hui, aujourd'hui en tout cas, hein, même si j'ai des amis d'enfance et ils sont super quand je suis avec eux, mais les gens avec qui je passe le plus de temps et mes amis aujourd'hui réels, avec qui je donne vraiment beaucoup d'attention, c'est des mecs du business et que j'ai rencontrés grâce au business. Hein. Vous répondez quoi aux gens qui disent oui, mais l'amitié, il faudrait pas qu'il y ait d'intérêt. Enfin voilà, l'amitié, ça doit être naturel. Je sais plus qui avait dit ça, mais je crois que c'est Sadek qui avait dit ça, putain, dans une interview à l'époque. J'avais adoré. C'était à l'époque où il buvait, il était alcoolique et tout, il était énervé. Le mec, à chaque fois qu'il était interviewé, il était vénère. Puis il dit ouais, mais j'en ai marre de ce truc des gens qui disent faut arrêter de traîner avec les gens par intérêt. Moi, je traîne les gens avec intérêt. Si tu m'amuses pas, si tu m'apportes pas de la joie, si tu me crées pas d'émotion, je traîne pas avec toi. Donc en fait, ça veut dire quoi? Par intérêt quoi? Financier. Moi, tous les gens que je fais rentrer dans mon entourage et à qui j'accepte de donner une partie de mon temps, ce sont des gens qui me font rire, ce sont des gens qui me font oublier mes problèmes, ce sont des gens, quand je suis avec eux, je vois pas le temps passer. Enfin, il y a forcément quelque chose qui découle des moments que je passe avec les gens. Donc bien sûr que si, c'est pas un problème, tu vois. Après, si tu vas bouffer au resto avec une personne et que à chaque fois que tu la vois, c'est pour que cette personne te demande un intérêt financier, etc. Là, d'accord. Les intérêts doivent aller dans les deux sens, je pense, mais je pense qu'il faut pas se mentir. Déjà, on est dans un monde où beaucoup de gens se mentent. Si on continue à mentir là-dessus, moi je suis venu sur ce podcast, plus de visibilité, plus de ceci, plus de cela, mais aussi on va kiffer après parce qu'on va bouger tous ensemble, tu vois. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt dans tout ce qu'on fait, mais par contre, il faut que tous les deux, dans ce qu'on fait, on trouve un intérêt, on trouve un intérêt chacun et qui soit à peu près égal, quoi. Moi, je fais tout le temps les choses par intérêt, évidemment. Si je vais voir ma mère et que je prends l'avion demain, c'est pour recevoir plus d'amour et c'est à un moment donné où j'ai besoin de plus d'amour. Si je vais collaborer et je viens sur la chaîne d'Alessandro, génial, plus de visibilité. Mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi lui une vidéo en plus. On a tous les deux notre intérêt. Et je pense que c'est un peu bullshit. Faut pas être dans le déni, quoi. L'être humain, il est là pour servir ses intérêts personnels. Et les gens qui disent le contraire, ce sont des gens qui sont dans le déni, en fait. C'est point barre, quoi. Tu vois, faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Tu vas voir tes potes le soir, tu vas boire un coup avec tes potes. C'est pourquoi? C'est parce que. Vider la tête. C'est pour te vider la tête, tu vois. Donc c'est forcément quelque chose que tu ramènes à toi. Et les gens qui disent le contraire, c'est pas vrai, tu vois. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème. Après, par contre, tu vois, en contrepartie, un ami, moi, à n'importe quelle heure de la nuit, je te parle de mes vrais amis, ils m'appellent parce qu'ils ont besoin de discuter, ils ont un problème, et je vais prendre de mon temps personnel pour les écouter. C'est-à-dire que je n'en tire rien, je tire aucun bénéfice personnel, si ce n'est que de les écouter, de leur apporter un soutien. Parce que c'est ça aussi l'amitié. C'est bon à savoir, ça. Pourquoi tu rigoles? Non, mais c'est bon à savoir. J'ai traversé le l'autre, les gars. Non, je pense à l'histoire du cauchemar. Vas-y, explique. C'est quoi? C'est quoi? Attends, dinguerie. Mais ça, oui, tu l'as raconté,
sais, mais quand Auguste il rentre dans ton lit. Et je sais pas. Mais oui, quand Auguste il est arrivé l'autre soir et qu'il s'est posé dans son lit. Incroyable. Non, mais... il croyait que c'était moi qui venais à cause de cauchemars. Ouais. Non mais comment on fait pour pas trop se prendre au sérieux? Toi, forcément, avec ces 80 personnes, il y en a forcément qui disent merci, etc. Les clients, toi, de ton côté, qui disent merci pour ce que vous faites. Et puis forcément, les collaborateurs aussi qui vivent en partie de ces activités-là. Comment est-ce qu'on fait pour pas prendre la grosse tête, garder une attitude humble aussi vis-à-vis de ça? Moi personnellement, au début ça a été hyper difficile pour moi parce que j'avais la corrélation à me dire que le business égale hyper sérieux, tu vois. Costume 3 pièces, ceci, cela, tout carré. Hein. Ah ouais, mais ouais. Ah ouais, moi je me souviens. J'étais serré, mec. Ah ouais. Non mais même on arrivait au bureau. Ouais, comme un piqué. Tu sais, t'es dans tes appels, tu peux même plus avaler ta salive. T'as le double menton quand tu fais ça parce que t'as attaché tout le bouton, t'es comme ça. Moi, j'arrivais dans mes appels, on se mettait en costume, etc. Alors, je ne dis pas que ça dessert, mais si ce n'est pas toi, enfin, je veux dire que si t'es pas en costume dans ton quotidien, pourquoi tu vas mettre un costume dans les appels? Par contre, pour prendre confiance en toi, c'est bien. Ouais, pour prendre confiance en toi, c'est hyper bien. Par contre, d'avoir une bonne posture, je pense que quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Donc, si t'es même pas en 3 pièces, mais que ton attitude est juste, le mec va te considérer comme un mec qui est en 3 pièces, alors que tu ne l'es pas, tu vois. Donc, c'est aussi cet aspect. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à pas me prendre au sérieux. Par exemple, rigoler de moi-même. Ça a mis hyper de temps de faire ça. L'autodérision. Ouais, de l'autodérision. Moi, j'ai pris beaucoup de temps et je pense que je travaille encore là-dessus. Mais je pense que moi, en tout cas, ma vie est devenue beaucoup plus belle et intense à vivre quand je l'ai vécu hors du sérieux, tu vois. C'est que avoir des routines carrées, tout le temps ceci, tout le temps cela. Alors, comme tu as dit, pour prendre confiance, c'est hyper bien. Pour voir que tu es capable, c'est hyper bien. Pour te prouver que tu es capable et à la hauteur de ça, c'est hyper bien. Mais à un moment donné, je pense que tu te perds. Moi, je me suis réellement perdu à trop me prendre au sérieux parce que tu vis une vie qui n'est pas la tienne et j'étais dans un personnage qui n'était pas le mien. Mais ouais. Quand tu es dans une optique d'éponge et que t'as vraiment soif d'apprendre, tu vois, t'as la dalle ou quoi, tu peux tomber, tu sais, dans l'outrance de la mimétisation. Ouais. Tu vois, moi, à l'époque, avec Eric, c'était ça. Il y a une fois, en fait, où j'ai pris conscience de ça, c'est que je sortais d'une immersion avec Eric, je venais de rentrer dans ma ville, je vais bouffer une pizza avec ma mère, avec ma grand-mère et mon père, et je suis à table, je suis en costume, cravate et tout, je vais aux toilettes, et puis ensuite, je reviens à table avec ma grand-mère et mon père ensuite, on ramène ma grand-mère, et puis non, attends. Je reviens à table et puis là j'ai ma grand-mère qui me regarde comme ça, qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi en fait. Pourquoi tu... Ça doit faire mal sur le coup. Ouais. Et je lui dis comment ça, mamie et tout, tout va bien. Et puis mon père qui me soutient, qui me dit mais non, mais voilà, c'est Alessandro 2.0 et tout. C'est avec ses coachings, ces trucs, il a pris confiance, t'as vu et tout. Moi j'étais super gêné et tout, et je comprenais pas. Et après quand je suis rentré chez moi le soir et tout, tu sais, tu t'allonges dans l'herbe et tout. Je dis oui, c'est vrai. Tu vois, et puis tu relis les points et tu te dis ouais, c'est vrai que parfois. Et avec le temps, Ouais. Mais moi, j'ai eu hyper de mal parce que c'est vrai que quand tu commences le business, ça m'arrive encore aujourd'hui un petit peu moins parce que les faits font changer rapidement les avis quand même. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal au début quand je me lançais dans le business c'est dans des repas de famille. Ça, c'est hyper gênant et je pense qu'on l'a tous vécu. C'est que tu commences le business, tu commences à voir les choses autrement, voir le monde d'un autre œil, etc. Et les gens, ils voient ce changement, tu vois. Mais factuellement, de leurs yeux, de leur vraie réalité. Et tu t'en prends tellement dans la gueule. Et en fait, t'as pas de répondant parce que toi-même, en fait, t'es en train de te chercher dans cette transition et tu te dis putain, merde, mais ils ont raison ou j'ai raison dans ma transition. Et putain, en fait, ils me prennent pour un con. Est-ce que je suis un con? Mais en fait, non, c'est la bonne route. C'est hyper compliqué quand tu commences. Mais tu vois, tu dis de prendre le changement, tu vois. Si au final, ce qui est dur vis-à-vis des gens, c'est que
c'est de fait de prendre confiance en toi et d'avancer dans une voie qui t'inspire. En fait, c'est tout le monde devrait aspirer à ça, tu vois. Et ça devrait pas être anormal aux yeux des gens de voir un ami, quelqu'un se connecter à qui il est vraiment, à avancer dans une voie qui l'inspire et de le voir naturel. Parce que c'est vrai que peut-être tu parles de l'époque à laquelle tu parles et moi c'est pareil. Ben, c'est vrai qu'on était un peu serré, tu vois, on se prenait au sérieux machin parce qu'on voulait adopter un profil parce qu'on se disait moi c'est ce que je me disais, c'était en tout cas voilà, je suis dans le business, je fais des choses sérieuses, je commence à gagner un peu bien ma vie, du coup il faut que je me comporte comme tel, et un businessman c'est sérieux, c'est la cravate, c'est la petite mallette et tout, on sourit pas et tout, c'était comme ça et ensuite t'apprends que en grandissant que tu te perds, c'est pas toi, tu vois. Mais c'est hyper difficile quand même de sortir de la normalité. Quand je dis la normalité, c'est de la masse, hein. Mais de sortir de la normalité, forcément ça va avoir des jugements, des avis, et le plus dur, enfin moi personnellement, le plus dur c'est d'avoir cette anormalité aux yeux des gens que t'aimes par-dessus tout. C'est hyper compliqué de recevoir des jugements de gens que t'aimes, mais je pense que quand tu combats cette vraie bataille et que tu la gagnes envers toi-même avant tout, il t'attend quelque chose de vraiment cool derrière en fait. Est-ce qu'on n'a pas tendance au début à un peu surcompenser, tu vois, surtout moi je me souviens, mais tout début quand j'avais 16-17 ans, quand je commençais à écouter des quinries, tu vois, parler dev perso et tout, et tu sais, je rabâchais à mes proches, ouais mais c'est comme ça qu'il faut penser et tout, et d'avoir tendance à vouloir rééduquer aussi certaines personnes. Est-ce qu'on n'a pas tendance à surcompenser au début et puis au fur et à mesure on tolère? Je suis tombé dans ce piège de vouloir aider des gens qui ne voulaient pas être aidés, hein, mais en réalité, là ça doit faire 5 ans maintenant, mais ça a toujours pas marché en fait. En fait, j'ai beau essayer pendant des années, c'est que ça n'a pas marché parce que les choses sont comme elles sont et vis ta vie comme tu l'entends. Si le mec veut vraiment, il va t'appeler. Comme par exemple avec Alessandro, il m'a envoyé une flamme, j'ai répondu. Et si je voulais pas, au pire, il continue sa vie, je continue la mienne, et la mienne reste merdique, tu vois. C'est la réalité. Ouais. Ouais, souvent c'est ce qui arrive avec. On parlait des amis d'enfance, les amis venant du business, etc. Moi, je sais que j'avais tendance à vouloir rabâcher à mes potes de me rejoindre et puis de suivre un peu les mêmes contenus. Et puis finalement, j'ai décidé de me séparer de ces personnes-là parce que au bout d'un moment, tu rabâches 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis ça sert plus à grand-chose de rabâcher continuellement. Et puis finalement, tu sais que tu vas aussi peut-être casser certaines relations ou bien inclure un climat un peu, tu vois, Moi, ce qui me saoule le plus dans ça, avec le temps, c'est pas qu'ils me suivent pas ou qu'ils pensent pas comme moi. Ce qui me saoule le plus, c'est de savoir que... alors, c'est ma perception et je l'entends quand ils me parlent, mais c'est que les gens acceptent cette médiocrité. Tu vois, par exemple, c'est que tu veux aider des gens, d'accord ? Tu les entends qui se plaignent, hein, tu les entends qu'ils aiment pas ça, tu les entends que le lundi, ils sont tout le temps... ça fait chier. Mais la réalité, c'est que il est beaucoup plus facile pour eux d'accepter cette médiocrité et de la continuer que d'essayer de trouver quelque chose qui est un petit peu moins médiocre pour leur vie. Et moi, ce qui me saoule le plus dans ça, c'est pas qu'ils me suivent pas ou qu'ils pensent pas comme moi, ou qu'ils se révèlent pas, c'est de voir qu'ils acceptent cette médiocrité tout en sachant que c'est de la médiocrité. Et moi, c'est ça qui me saoule le plus, en fait. C'est de voir des gens que j'aime accepter leur médiocrité tout en sachant qu'ils savent que c'est médiocre. Ça me dépasse. Tu vois ? Faut cultiver son jardin. Voilà. On peut qu'inspirer les gens, on peut pas leur dire quoi faire. Et ça part aussi d'une démarche personnelle, quoi. Il faut à un moment donné vouloir de soi-même, et puis je pense que quand ça vient de l'extérieur, ça a plus de peine à passer. De toute façon, c'est un combat perdu, c'est de l'énergie mise en l'air. Ce que tu peux faire, c'est capitaliser sur toi, montrer par l'exemple, faire les choses, et en faisant les choses, tu vas peut-être motiver, inspirer des gens à avancer dans une voie différente. C'est tout, hein. Mais de l'autre côté, tu reçois aussi un peu des critiques dans le genre ouais, mais de toute façon t'as changé, tu passes plus autant de temps avec nous, t'es plus autant, tu vois, tu te prends trop au sérieux. Moi personnellement, j'ai jamais entendu ça, hein. Franchement, peut-être qu'il y a des gens qui le pensent fort mais qui m'ont osé jamais me le dire, mais moi j'ai jamais entendu ça à mon égard, par exemple, tu vois. Non. Moi, je l'ai entendu d'une autre façon, mais ouais, j'ai quand même entendu. Tu l'as entendu, toi ? Ouais. C'est du vécu, ça. En partie, mais c'est aussi quelque chose qu'on entend revenir souvent, tu vois, de personnes qui, tu vois, un peu comme la métaphore du crabe qui essaie de sortir du seau, tu vois, et puis les autres, ils vont avoir tendance à tirer sur les jambes pour qu'ils restent dans le seau, tu vois.
de ce truc quand tu essaies un peu de t'émanciper, de changer. Et puis il y a certaines personnes qui vont te faire remarquer ce changement-là et vont en quelque sorte... Faut pas leur laisser la possibilité de te le faire remarquer. Non, c'est clair. En vrai de vrai, Voilà. au fond, même si c'est des gens que j'aime fort, j'ai aucune pitié pour ces gens-là parce qu'à partir du moment où tu l'acceptes et que le lendemain tu continues à faire ça. Ah, Simon, il est vénère. Hein. Mec, non, mais aucune pitié. non, mais réellement, j'ai aucune pitié parce que là, on vit dans un monde, surtout dans les gens de notre âge, c'est que il y a quelque chose de factuel qui est que si tu cherches un petit peu et que tu bouges un petit peu de ce que tu connais, dans tous les cas, tu seras face à des opportunités. Après, de ton choix d'y aller ou pas. Mais aujourd'hui, si tu bouges un petit peu de ce que tu connais, tu seras forcément voué à des opportunités de changement. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai aucune pitié, parce que moi j'ai eu aucune pitié envers moi-même. J'ai aucune pitié envers des fois mes équipes qui viennent me voir en me disant que c'est trop difficile. Bah si c'est trop difficile et c'est de la médiocrité, on va voir c'est quoi le plus difficile sur le long terme, tu vois. Mais voilà, je pense qu'il faut pas perdre plus de temps là-dessus et accepter aussi de notre côté de voir... que les gens ne veulent pas changer parfois, quoi. Dans un monde d'information, l'ignorance est un choix. Hein. C'est ça. L'ignorance est un choix. C'est vrai, José. Je croyais pas qu'il allait sortir. Je crois que c'est le premier podcast que je suis sur José. Ouais. C'est mon petit surnom. José, c'est son surnom. C'est alors tous les jours, depuis qu'on vit ensemble, quand je me lève le matin, je sais pas, j'ai des surnoms qui viennent. Donc j'en ai une liste que j'ai notée et tous les jours de la semaine, c'est un surnom. Voilà. Comme McGregor, quand il avait dit dans son reportage qu'il voulait réussir dans la vie pour pouvoir conduire une nouvelle voiture tous les jours de la semaine. Eh bien moi, je fais ce que je fais pour pouvoir surnommer mes équipes avec un surnom différent tous les jours. Putain, j'ai bu trop de cachets ce soir. Mais d'ailleurs, moi, il y a un dis-moi. truc que j'ai remarqué en passant un peu plus de temps avec vous, en discutant un peu plus. Bon, forcément, on a passé plus de temps ensemble, etc. Moi, quand je vous ai rencontré pour la première fois en physique, c'était à Avignon. C'était il y a plus d'un an maintenant, en mars. Et c'est vrai que, tu vois, en immersion, dans ce cadre de séminaire, tu vois, de 3 jours, enfin 2 jours et demi, etc., vous aviez une posture assez différente, une façon de parler assez différente, voire même, tu vois, adopter une posture différente à ce moment-là dans le cadre du séminaire, etc. Comment est-ce que vous faites pour switcher dans cette personnalité? Faut être schizophrène, mon frère. Hein. Je veux dire, dédoublement de personnalité. Hein. Ouais. Non, mais en vrai... Non, mais en plus, c'est réel. Non, mais c'est pour ça, moi, que je veux être acteur, c'est que je sais que je suis très bon là-dedans. En fait, c'est un aspect de pas se prendre au sérieux aussi, c'est que... Ouais. Mais c'est aussi d'être dans la capacité de jouer un rôle à tout moment, si tu le souhaites, tu vois. Là, il se trouve que, je sais pas, on a joué le rôle... moi, personnellement, j'ai joué le rôle du coach qui est venu pour enseigner un domaine dans lequel je me considérais excellent. Ouais. Et donc, je suis arrivé, et puis voilà. Et le soir, il fallait aller boire un coup, on s'était détendu, donc j'ai enfilé le jogging, le t-shirt, et puis on a bu un petit coup, tu vois. Et puis on a dansé. Puis après, le lendemain, on est parti faire du sport et tout. Donc là, je me suis mis en mode fun, tu vois. Ouais. Je sais pas, tu sais... Comment on switch, je sais pas, moi je fais... La schizophrénie. En fait, je pense... Faut être schizophrène. Ouais, faut être schizophrène. Et je pense que ça vient aussi d'une connaissance de soi-même dans le fait de savoir, ok, moi je sais que quand tu vois, j'ai des immersions comme ça, j'ai quelques routines de base qui me font permettre d'être dans une énergie qui me fait dire, ok, je vais chercher l'inspiration pour moi, pour la donner aux autres. Mais quand je me réveille et que j'ai pas d'immersion, tu vois, je fais pas les mêmes routines. C'est pas les mêmes routines non plus. Donc je pense qu'il y a ce travail aussi de préparation qui fait que tu as ce rôle-là. Et tu sais que le vêtement, il y est pour beaucoup dans la manière... Comment tu t'habilles et comment tu as démarré ta journée. Moi, je sais que, tu vois, quand je décide... je sais que quand je mets un blazer, par exemple, ce qui est plus flagrant, c'est... Ça peut être... je peux avoir un t-shirt en dessous, mais c'est le fait de mettre un blazer. Ah, il y a un mood différent. Tu vois, il y a un mood différent. Quand je suis en t-shirt, c'est pareil, tu vois. C'est peut-être plus fun. Il y a peut-être plus de vannes qui sortent dans la journée. C'est bien d'où, ça ? Ah, je sais pas, le vêtement, je sais pas, c'est l'image que tu as de toi-même, tu vois. Il y avait une interview de Donald Trump où il avait dit qu'il avait conseillé à son meilleur pote pour reprendre confiance en lui de prendre la business class. Et le fait d'avoir fait ça, ça lui avait permis d'avoir un autre regard sur lui-même. Ouais, d'augmenter ses standards personnels. Ouais. Tu te vois dans un autre standard finalement quand tu as un costume 3 pièces.
Non, mais c'était intéressant de vous voir évoluer au sein de l'immersion. Et de voir l'évolution après. De ce passage un peu, tu parlais de cette schizophrénie un petit peu de voilà, passer dans cette attitude de coach, etc. Mais globalement, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent parlé, c'est d'être son propre coach, d'être dans la capacité, tu vois, de se motiver soi-même, de se discipliner soi-même. Et comment est-ce qu'on peut, pour n'importe qui, tu vois, switcher et d'être cette personne-là pour nous-mêmes? Parce que souvent, j'ai tendance à dire, on a plus de capacité à être le coach pour quelqu'un d'autre, ou à dire c'est plus facile de donner un conseil à quelqu'un. Je crois que c'était Yomi, il en parlait dans un podcast, que si tu prends un de tes problèmes personnels et que tu considères que c'est quelqu'un d'autre et que tu le racontes à quelqu'un d'autre, tu vois, donc voilà, j'ai cette problématique, comment est-ce que je peux trouver des solutions, etc., tu vas avoir tendance à voir que le problème est moins gros que ce qu'il est réellement à tes yeux. Comment est-ce qu'on peut être cette personne-là pour soi et d'être son propre coach? De faire preuve d'exigence envers toi-même, tu vois. Moi, je sais que si je m'entraîne pas 5-6 jours par semaine, j'ai un degré ma jauge d'estime chute. Si je mange 2 jours de fast-food d'affilée, ma jauge d'estime chute. C'est l'amour que tu te portes. Je pense que c'est aussi une forme d'autodiscipline et je pense que c'est la chose la moins facile à faire, c'est d'avoir cette discipline envers toi-même. Comme tu dis, il est beaucoup plus facile de dire vas-y, va courir à quelqu'un d'autre que toi y aller avec lui et de te fumer avec lui. Mais je pense que tous ces coachs qui ne se coachent pas eux-mêmes, ils ont dans tous les cas des informations biaisées parce qu'ils ne le font pas vivre à eux-mêmes. Donc je pense que c'est cette autodiscipline à avoir, mais je pense que c'est un combat pour tout le monde. C'est facile de montrer après une séance, tu vois, t'as transpiré, mais personne n'est là pendant ta séance, tu vois. Donc la réalité, c'est que toujours cette petite voix de schizophrénie qui te dit vas-y. Ce que tu fais quand personne te regarde est bien plus important que ce que tu fais quand t'as les regards sur toi. Ouais. C'est une forme d'amour pour soi-même et je pense que les gens ont beaucoup plus tendance à donner de leur amour plus facilement à, je sais pas, si t'as une copine ou pour les femmes qui ont des copains, je vois des gens, ils ont beaucoup plus de facilité à aimer quelqu'un d'autre plus qu'eux-mêmes, tu vois. Et je pense que déjà, avant de partager de l'amour à quelqu'un, il faut savoir se le donner à soi-même et c'est une forme d'amour. C'est que, évidemment, moi, je sais personnellement que de me voir avec un beat qui touche la table là, à un moment donné, je vais pas m'aimer, tu vois. Donc je vais avoir la discipline avant que ça arrive. Ouais, je pense que c'est le travail d'une vie. Hein. Mais c'est tellement égoïste. Pourquoi tu te considères comment ? Non, mais c'est vrai, on entend souvent ça, d'avoir de l'amour pour soi-même, etc. Un peu cette vision égocentrée, mais je pense que c'est essentiel. Et moi, je pense qu'il faut être comment égoïste. Comment tu veux aimer les autres si tu t'aimes pas toi ? Ouais. C'est tout part de soi. Moi, je suis hyper égoïste, je le sais. Et il y a des moments où il faut l'être et pas l'être, mais moi, je l'assume, je suis hyper égoïste. Hein. Je suis hyper égoïste et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à pouvoir transmettre des choses et inspirer les gens, tu vois. Parce que j'arrive aussi à avoir cette partie où je prends du temps pour moi, je prends du temps pour penser. C'est toi qui m'as aussi beaucoup éduqué sur ça, c'est que tu m'avais déjà éduqué sur quelque chose, c'était que des fois ça t'arrive, tu te mets sur un canapé, 1 heure passe, il n'y a pas de notif, il n'y a pas de téléphone, rien, mais t'es là et le temps passe. Et simplement, ça c'est hyper égoïste, mais réellement après cette heure-là sur le canapé à rien faire, quelle idée t'est venue, quelle inspiration t'est venue, et après, réellement, tu peux prendre un call et partager tellement de choses grâce à cette heure-là que tu as passée avec toi-même, juste en faisant rien. Parce que ne rien faire, c'est faire. Ouais. Moi, le fait de rien faire me permet de réorganiser mes pensées, tu vois. Parce que quand t'es là devant l'ordi en call, machin, tu vas au sport, tu manges, tu dors, tu te relèves et tout, t'es dans le truc. Mais quand tu dézoomes, tu prends un temps pour te balader, etc., tu réorganises tes pensées, tu jettes à la poubelle des choses qui sont inutiles, tu laisses place à de nouvelles idées, puis ça te permet de trier. Et ensuite, de pouvoir mieux repartir et de décider avec plus de clarté et de clairvoyance, je trouve en tout cas. Mais moi, ce qui m'a permis ça aussi, parce que je suis en train d'y penser vu qu'on est avec Alessandro, c'est que ce qui m'a permis aussi d'avoir cette autodiscipline, c'est à un moment donné d'avoir misé aussi sur moi. J'avais fait par exemple une immersion avec Alès qui m'avait coûté quand même plusieurs milliers d'euros. Et en fait, déjà le fait de me prendre au sérieux, de miser autant d'argent sur moi, à un moment donné, tu peux pas te dire, écoute, et t'as vécu ça, maintenant vas-y, arrête de te mentir. T'as été capable de ça, maintenant mets en application tout ce que t'as vu, ou sinon, c'est foutu en l'air en termes d'argent et en termes de temps. Donc moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me dire un jour, vas-y, je vais miser sur moi et on va voir ce que ça donne. Et puis la réalité, c'est que j'ai appris des choses qui ont fait que j'ai tenu derrière le truc et réellement, ça se trouve, c'est ce que je vaux en fait. Ça m'a beaucoup aidé aussi.
toi aussi, tu as vécu des immersions et je pense que ça aide beaucoup aussi, tu vois, de se dire, vas-y, je vais miser sur moi. C'est clair. C'est clair. Et, c'est un sujet quand même assez récurrent dans le podcast, l'investissement sur soi, etc. Et puis parfois faire ce pari sur soi. Je pense que beaucoup de gens ont peur de se retrouver seuls aussi. Beaucoup de gens, tu vois, rien que le fait de prendre 1 heure assis sur une chaise, c'est très difficile. Ça paraît pas comme ça, mais pour la majorité des personnes, c'est très difficile à faire parce que forcément, tu vas penser des trucs auxquels tu n'as pas nécessairement envie de penser, mais qui sont néanmoins nécessaires d'être traités sur l'instant T. Et le fait de parier sur soi, c'est aussi ça, c'est de se dire, putain, mais je vaux quelque chose, alors all-in dessus. Et beaucoup de personnes vont préférer plutôt investir sur la carrière d'un copain ou bien faire quelque chose d'autre plutôt que parce que des fois la vérité elle fait mal aussi, tu vois, de regarder les choses en face, ça fait mal, mais comme on a dit tout à l'heure, se faire mal pendant une courte période, est-ce que c'est pas bon sur le long terme, tu vois? Ouais, c'est clair. Les amis, ce fut un plaisir. Yes. On aura passé une belle 1h30 ensemble. 1h30 à peu près, à peu près. 30 minutes, non. Je remercie Sophia qui est derrière les plages le montage. Un mot de la fin. Bah écoute, tiens, tiens, il y a à toi le mot de la fin. Un mot pour la fin. Ou plusieurs. Ouais, ou plusieurs. Un mot pour la fin, ça serait. J'essaye toujours de trouver des trucs absolument dingues à dire alors que c'est les trucs les plus simples qui marcheront et qui feront écho chez vous. Le mot de la fin, ça serait de... Ouais, très simplement, c'est le conseil que je donnerais à moi-même, que je vais donner du coup aux gens, ça serait de... Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent, voilà, je lis des livres, je regarde des vidéos, etc. C'est que de... Valoriser par exemple ce contenu gratuit est super bien, de regarder ces vidéos est super bien. Par contre, une seule chose, c'est qu'à un moment donné, si tu fais de la surconsommation, à regarder trop de vidéos gratuites comme ça et de trop consommer sans rien en faire, réellement rien bougera dans ta vie. Donc le mot de la fin est que à un moment donné, arrête de chercher des trucs gratuits si tu veux gagner beaucoup de mailles et beaucoup de temps dans ta vie, parce que réellement, si tu consommes du contenu gratuit, tu ne pourras recevoir que des choses gratuites et 0 €. Donc moi, j'ai commencé à beaucoup gagner dans ma vie, et pas seulement de l'argent, à partir du moment où j'ai commencé à dire « Ok, je vais arrêter de consommer du gratuit, je vais voir ce que ça vaut de pouvoir en payer le prix. » Et puis réellement, je pense que tout se cache derrière ça. Donc voilà, profitez de ce contenu, mais il sera encore plus utile si vous l'appliquez en pensant que vous l'avez payé très, très, très cher. Voilà. Yes. Merci Simon, merci les gars. Yes. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas fait. On active la petite cloche pour être averti en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. On n'hésite pas à réagir en commentaire. Je pense qu'il y a de la matière, en tout cas. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo de Zero to Hero, les amis. À très bientôt. Ciao. Ciao.